À 2h47, Ouagadougou est immergé dans un silence oppressant, bien loin de la paix. Ce calme est trompeur, cachant un complot qui menace de bouleverser l'ordre établi. Le capitaine Ibrahim Traoré, à l'intérieur du palais présidentiel, ne panique pas. Il reconnaît ce que les conspirateurs ignorent. Leur coup d'État est déjà compromis. Dans un instant décisif, Traoré se pose une question vitale. Parmi ceux qui lui sont proches, qui est réellement fidèle? L'attaque qu'il prévoit va échouer. Ce ne sera pas un coup de maître, mais un piège qui se referme sur eux. Le plan des conspirateurs semble simple. Éliminer Ibrahim Traoré et installer un leader docile, prêt à obéir aux puissances étrangères. Cependant, ils n'ont pas prévu l'une des forces les plus puissantes d'un coup d'État, la résilience populaire. Les jours avant l'attaque, les rumeurs circulent dans les rues de Ouagadougou, mais personne ne se doute de l'ampleur du complot. Traoré, bien qu'au centre de la cible, reste calme, conscient que l'issue ne dépendra pas seulement de l'armée ou de la politique, mais du peuple. Alors que l'attaque semble imminente, Traoré décide de prendre une position audacieuse. Il ne fuira pas. Il sait que son absence serait une victoire pour ceux qui veulent plonger le Burkina Faso dans une nouvelle ère de dépendance et de soumission. Il mise sur un autre facteur, le pouvoir des citoyens. Une révolte populaire pourrait être l'élément perturbateur que les conspirateurs n'ont pas anticipé. Mais à quel prix cette guerre du silence et de la manipulation se terminera-t-elle ? Le temps presse et l'équilibre du pouvoir est sur le point de se fissurer. Le coup d'État est lancé. À l'extérieur, Ouagadougou reste plongé dans l'obscurité, tandis qu'à l'intérieur du palais présidentiel, la tension atteint son paroxysme. Ibrahim Traoré, debout dans son bureau, ne fuit pas. Loin d'être pris au dépourvu, il a anticipé ce moment. Son calme contraste avec l'agitation à l'extérieur. Il sait que ce qui se trame n'est pas un simple changement de pouvoir, mais une tentative d'éliminer toute forme de souveraineté. Les conspirateurs croient qu'ils ont l'avantage, mais ils ont sous-estimé la complexité de la situation. Au cours des dernières semaines, des informations ont circulé dans les couloirs de l'administration. Des rumeurs persistantes ont fait état de plans pour renverser le gouvernement. Traoré a entendu des bruits de plus en plus forts, des murmures, des avertissements venant de tous les coins du pays. Mais ce qui a vraiment attiré son attention, ce sont les mouvements suspects dans l'armée, les alliés de l'extérieur qui essaient d'influencer les décisions internes et surtout les désaccords au sein même de son propre cercle de confiance. La véritable révélation cependant n'a pas encore éclaté. Les conspirateurs pensaient que leur coup serait rapide, qu'ils obtiendraient la soumission du peuple sans résistance. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que Traoré a déjà pris des mesures pour neutraliser leur stratégie. À travers des canaux sécurisés, il a fait circuler des informations clés, des détails stratégiques et des indications précises aux forces loyales. En même temps, il a mis en place un plan d'urgence pour mobiliser le peuple, éveillant une résistance citoyenne inattendue. Le véritable défi pour Traoré ne réside pas seulement dans l'affrontement avec les conspirateurs, mais dans sa capacité à rallier la population à sa cause. Il doit convaincre les citoyens que ce n'est pas un combat pour le pouvoir, mais pour la souveraineté et la dignité nationale. Alors que le complot se déroule à l'intérieur, un autre type de résistance prend forme dans les rues de Ouagadougou, invisible et déstabilisant. Alors que les heures passent et que l'attaque semble inévitable, Ibrahim Traoré sait que la clé de la victoire réside dans sa capacité à naviguer entre la politique interne et les forces extérieures qui cherchent à le renverser. Dans les coulisses du pouvoir, il a toujours été un stratège discret. Mais l'instant présent exige bien plus qu'une simple analyse politique. Ce n'est plus un jeu de coulisses ou une question d'influence discrète. C'est une question de survie. La nation tout entière repose sur ses épaules. Dans les premières minutes du coup, il n'y a pas de panique. Les informations affluent rapidement. Des unités loyales se mettent en mouvement, les communications sont sécurisées et des plans de contingence sont activés. Mais tout cela reste dans l'ombre, loin des regards. Il ne faut pas céder à la tentation de réagir impulsivement. Chaque décision doit être mûrement réfléchie. Traoré sait que le véritable défi réside dans la gestion de la guerre de l'information. Tandis que des rumeurs circulent
sur les réseaux sociaux et dans les rues, il est vital de maintenir une ligne de communication claire et cohérente. La population doit être rassurée, mais aussi préparée à l'inattendu. Sa capacité à diriger sous pression sera mise à l'épreuve comme jamais auparavant. Les premières heures de la rébellion marquent un tournant. Les forces extérieures comptaient sur une paralysie rapide de la nation, mais c'est tout le contraire qui se produit. La communauté internationale observe, mais c'est l'élan populaire à l'intérieur du pays qui définira l'issue du conflit. C'est dans cette dynamique que Traoré voit un espoir inattendu. Ce ne sera pas une bataille de soldats contre soldats, mais une confrontation de légitimité. Les premières heures du coup d'État sont marquées par un enchaînement rapide d'événements. À 2h47, tout commence avec un seul coup de feu perçant la nuit. Ce n'est pas un tir de sommation, mais un signal, une invitation au chaos. Les conspirateurs pensent qu'ils ont l'avantage, mais dès ce moment, l'issue du conflit est déjà en train de se dessiner. Les conspirateurs, bien organisés, ont pensé leur plan avec une précision militaire. Ils comptaient sur la surprise pour prendre le pouvoir sans rencontrer de résistance significative. Ils avaient prévu d'éliminer Ibrahim Traoré rapidement et de désorienter les forces loyales par des fausses informations et des attaques coordonnées. Mais ils ont sous-estimé un élément clé, la préparation minutieuse du président et de son gouvernement. Traoré savait que cette attaque était inévitable. Il s'est préparé en conséquence, surveillant les signes avant-coureurs de trahison au sein de ses rangs. Tandis que les premiers coups résonnent, Traoré reste calme, tenant son équipe informée en temps réel. L'infrastructure de communication secrète mise en place par ses conseillers est cruciale. Les officiers loyaux reçoivent des instructions précises et rapidement, des unités militaires se positionnent stratégiquement pour contrer l'avancée des conspirateurs. L'objectif est clair, ne pas permettre à l'ennemi de prendre le contrôle sans réponse. À l'extérieur, la population ne reste pas passive. Les rumeurs ont commencé à se propager des heures avant le début de l'attaque. Dès que le premier coup est tiré, les habitants de Ouagadougou, bien que pris au dépourvu, prennent les rues. Ce ne sont pas des soldats, mais des civils déterminés, qui se lèvent pour défendre leur pays. Les messages cryptés entre les membres de l'opposition et les partisans de Traoré commencent à circuler. La ville se réveille lentement et bientôt des milliers de personnes se rassemblent dans les principales artères de la capitale. Au fur et à mesure que les heures passent, les conspirateurs se retrouvent à faire face non seulement à des soldats loyaux, mais aussi à une vague de résistance populaire. Leurs plans sont fragilisés, leurs lignes de communication coupées et l'effet de surprise s'estompe rapidement. Ils pensaient pouvoir se rendre maîtres de la situation en un éclair, mais les événements prennent une tournure différente. En l'espace de quelques heures, ce qui semblait être un coup rapide devient un affrontement de longue haleine, un jeu de patience où chaque mouvement compte. À 3h30, les premières arrestations ont lieu. Des membres du gouvernement fidèles à Traoré, appuyés par des officiers militaires, sont déployés pour neutraliser les conspirateurs dans les quartiers stratégiques. Ils ne se contentent pas de défendre, mais attaquent de manière ciblée, désorganisant davantage les ennemis qui pensaient avoir pris l'initiative. Ce retournement des événements est marqué par un facteur humain, la détermination de la population. Ce n'est plus seulement une question de pouvoir, mais de survie et de dignité nationale. Les civils, armés de simples outils et de détermination, forment des barrages sur les routes principales et aux portes des bâtiments gouvernementaux. Ils bloquent les tentatives de fuite des conspirateurs et créent un environnement où ces derniers se retrouvent incapables de manœuvrer librement. Alors que l'aube se lève, les forces loyales et la population unie commencent à prendre l'ascendant. Les conspirateurs sont de plus en plus acculés. Leurs espoirs de victoire rapide se dissipent à mesure que les différentes couches de résistance s'organisent. Ce n'est pas un coup d'État classique. Ce n'est pas une bataille militaire traditionnelle, c'est une confrontation complexe, où l'armée, les services de renseignement et le peuple s'unissent contre un ennemi qui a oublié une règle fondamentale. Sous-estimer le peuple, c'est risquer sa propre défaite. À mesure que la situation évolue, les premières données commencent à émerger, apportant des preuves tangibles de la tournure que prend l'affrontement. L'une des premières mesures de l'efficacité
de la résistance populaire se trouve dans l'ampleur des rassemblements dans les rues. Selon les premières estimations, près de 40 000 personnes se sont rassemblées à Ouagadougou, défiant l'oppression des forces ennemies. Ce chiffre représente près de 10% de la population de la capitale, un soutien massif qui n'avait pas été anticipé. Les chiffres sont également parlants du côté militaire. Au départ, les conspirateurs disposaient de 4000 soldats, appuyés par des mercenaires étrangers, pour prendre rapidement le contrôle de la ville. Cependant, après les premières 24 heures de croisière de combat, plus de 1500 hommes ont été neutralisés ou capturés par les forces loyales à Traoré. Ces chiffres ne prennent pas en compte les milliers de civils qui se sont spontanément impliqués dans la résistance, transformant la ville en un champ de bataille urbain où la ligne de front est floue. Les données économiques commencent également à émerger, révélant les conséquences des affrontements sur les infrastructures du pays. Les échanges à la bourse de Ouagadougou ont chuté de 40% au cours des premières 48 heures suivant le début du coup d'État, un impact qui témoigne de l'incertitude et de la confusion générée par l'attaque. Pourtant, en dépit de la violence, certains secteurs résistent. Les marchés alimentaires restent tous ouverts et les produits de base, bien que plus chers, circulent encore grâce à des réseaux informels de distribution. Cela démontre que, même dans la crise, la nation trouve des moyens de fonctionner. La mobilisation populaire dépasse les frontières de Ouagadougou, des manifestations similaires éclatent dans d'autres grandes villes, notamment Bobo-Dioulasso et Koudougou, où des milliers de personnes exigent la fin du coup d'État et la restauration de l'ordre démocratique. Ces mouvements de masse prennent des proportions jamais vues dans le pays, défiant l'intimidation et les menaces des conspirateurs. Les autorités locales rapportent une participation de près de 25% de la population adulte dans ces régions, un chiffre qui va bien au-delà de ce que les organisateurs des manifestations avaient anticipé. Les forces loyalistes, quant à elles, continuent de recevoir des informations précieuses grâce à un réseau de renseignements bien huilé. Des interceptions de communication montrent que les conspirateurs sont de plus en plus divisés. Alors que certains cherchent encore à mener leur attaque de manière coordonnée, d'autres, désabusés par l'échec initial, commencent à se rendre ou à fuir la ville. Ce manque de cohésion parmi les ennemis de Traoré représente un autre coup majeur pour leur stratégie. Le calcul des pertes humaines est également en cours, et les premières estimations indiquent que les forces loyales ont perdu environ 300 hommes dans les premiers jours de l'affrontement. Cependant, cette perte est largement compensée par l'énorme soutien qu'apporte la population civile. L'armement des civils reste relativement limité, mais leur détermination et leur organisation permettent de repousser les assauts ennemis dans de nombreux quartiers. En parallèle, les chiffres montrent un renforcement de l'adhésion populaire à la cause de Traoré. Selon un sondage réalisé dans les 72 heures suivant le début des combats, 75% des Burkinabés soutiennent désormais le président, une augmentation notable par rapport aux 55% d'avant l'attaque. Ce soutien massif est le fruit des efforts de communication menés par les partisans de Traoré, qui ont su démontrer que le véritable ennemi n'était pas seulement à l'intérieur des murs du palais présidentiel, mais aussi parmi ceux qui cherchent à détruire la souveraineté du pays. Alors que l'affrontement semble se prolonger, deux arguments opposés émergent clairement, illustrant la fracture qui traverse le pays. D'un côté, les partisans du coup d'État, bien qu'en difficulté, maintiennent que leur action est nécessaire pour préserver la stabilité de la nation. Ils argumentent que le régime de Traoré a échoué à restaurer l'ordre, et que la violence, bien que regrettable, est le seul moyen d'éviter une guerre civile prolongée. Selon eux, un changement rapide et décisif de leadership est essentiel pour maintenir le contrôle sur un pays déjà fragilisé par des crises économiques et sociales. De l'autre côté, les partisans de Traoré, qu'ils soient militaires ou civils, soutiennent fermement qu'il s'agit d'une attaque contre la souveraineté nationale. Ils réaffirment que l'objectif du coup d'État n'est pas de sauver le pays, mais de le soumettre à des intérêts étrangers. À travers des discours passionnés et des actions concrètes, ils font valoir que l'avenir du Burkina Faso doit être déterminé par ses citoyens
et non par des forces extérieures ou des élites corrompues. Ils soulignent également que malgré les défis économiques, le pays a fait des progrès notables sous la direction de Traoré, notamment dans la lutte contre l'insécurité et la corruption. Le dilemme qui se pose ici est celui de l'idéal versus la réalité. Les partisans du coup d'État, bien qu'appuyés par une partie de l'armée et des ressources extérieures, ne peuvent ignorer l'énorme mobilisation populaire en faveur de Traoré. Leur vision de la stabilité semble de plus en plus utopique à mesure que les civils, eux aussi, prennent position contre l'ingérence extérieure. En revanche, les loyalistes du président, malgré leur engagement indéfectible, sont confrontés à la question de savoir si la résistance populaire sera suffisante face à une machine de guerre organisée et expérimentée. Cette confrontation d'arguments met en lumière une question essentielle. Quelle vision de l'avenir du Burkina Faso doit prévaloir ? Est-ce celle d'un gouvernement qui, malgré ses imperfections, cherche à préserver l'indépendance nationale, ou celle d'un coup d'État justifié par la nécessité de maintenir l'ordre à tout prix ? Ce débat, plus que politique, en touche à l'essence même de l'identité du pays et à son avenir dans un contexte géopolitique complexe. À mesure que la situation évolue, une vérité inattendue se fait jour. Ce n'est pas un simple affrontement militaire qui se déroule à Ouagadougou, mais une bataille pour l'âme même du Burkina Faso. Le pouvoir ne réside plus uniquement dans les mains du gouvernement ou des conspirateurs, mais dans les mains du peuple. Ibrahim Traoré, bien qu'isolé dans un palais assiégé, devient le symbole d'un mouvement plus grand que lui. Ce n'est plus lui qui lutte pour sa survie, mais le peuple du Burkina Faso qui lutte pour sa dignité. Cette prise de conscience collective a radicalement changé la dynamique du conflit. Ce que les conspirateurs pensaient d'être une victoire facile est devenu une lutte prolongée. L'armement des civils, bien que limité, n'est plus un simple acte de rébellion, mais un défi direct à l'ordre établi. La résistance populaire prend forme sous la forme d'un front unifié, allant bien au-delà des frontières militaires. Les rues de Ouagadougou deviennent un champ de bataille symbolique où chaque citoyen, armé de détermination et de solidarité, devient un acteur essentiel de l'issue du conflit. En cette nuit, où tout semble basculer, l'humanité du peuple burkinabé se révèle comme la véritable force qui pourrait inverser le cours des événements. À l'aube du 4e jour de l'affrontement, il devient évident que l'issue de cette bataille ne se trouve pas uniquement sur les champs de bataille traditionnels, mais dans les conséquences pratiques de l'engagement populaire. Le coup d'État, bien que enraciné dans des manœuvres militaires et des stratégies géopolitiques, est désormais redéfini par la mobilisation de la population. Cette résistance citoyenne ne reste pas confinée à Ouagadougou, mais prend racine dans toutes les régions du pays, transformant chaque ville, chaque village en un bastion de défense de la souveraineté nationale. Dans les premières 72 heures de l'attaque, l'impact économique de la rébellion est mesuré à travers les chaînes d'approvisionnement locales. Les prix des biens de consommation augmentent de manière significative, mais paradoxalement, les secteurs clés comme l'agriculture et la production artisanale continuent de fonctionner. Les fermiers, les artisans, les petits commerçants qui avaient jusque-là été perçus comme des acteurs marginaux deviennent les véritables piliers de la résistance. Les marchés locaux sont ouverts et les communautés s'organisent pour assurer une circulation minimale de biens essentiels malgré les perturbations causées par les combats. Sur le plan militaire, les forces loyales à Traoré parviennent à repousser les assauts répétés des conspirateurs grâce à des tactiques de guérilla urbaine adaptées et à l'appui croissant des citoyens. La situation devient de plus en plus désavantageuse pour les conspirateurs, dont les lignes d'approvisionnement sont coupées par les attaques ciblées des résistants. Bien que les conspirateurs contrôlent toujours certains points stratégiques, leur capacité à maintenir une domination militaire sur l'ensemble du territoire s'érode rapidement. Le moral des troupes ennemies chute à mesure que les civils prennent position, non seulement pour soutenir les forces loyales, mais aussi pour défendre leur quartier contre l'invasion. Les conséquences sociales se manifestent également dans les rapports de solidarité et de cohésion sociale qui émergent parmi les civils. Les divisions traditionnelles entre différentes ethnies et groupes sociaux s'amenuisent
au fur et à mesure que la résistance s'intensifie. Les Burkinabés, face à une menace commune, s'unissent autour de l'idée d'une nation libre et indépendante. Des initiatives communautaires voient le jour, visant à soutenir les blessés et à assurer la sécurité des populations vulnérables, tout en offrant un soutien logistique aux forces loyalistes. Sur le plan politique, la situation devient de plus en plus compliquée pour les conspirateurs. Donc leur stratégie de renversement rapide du gouvernement se transforme en une impasse, avec des rapports de plus en plus fréquents sur des désertions au sein de leurs rangs. Le manque de soutien populaire et la résistance imprévue de la société civile les contraint à revoir leurs priorités. L'idée d'un coup rapide est désormais remplacée par celle d'un conflit de longue durée dont les conséquences se feront sentir bien au-delà des frontières du pays. Pour les partisans de Traoré, les résultats immédiats montrent que la défense de la nation ne peut pas être imposée uniquement par la force militaire, mais doit être soutenue par une légitimité populaire. Cette légitimité, enracinée dans la volonté du peuple de se défendre contre une domination étrangère et une élite corrompue, devient l'arme la plus redoutable des forces loyalistes. Et bien que les affrontements continuent, il est évident que le contrôle du pays ne sera pas décidé par des soldats ou des comploteurs, mais par la force de la résistance collective. Alors que la situation continue de se déployer, il devient clair qu'il existe plusieurs voies possibles pour l'avenir du Burkina Faso, chacune avec ses propres implications. Les scénarios envisagés varient selon l'évolution des rapports de force internes et externes. Dans les mois à venir, ces scénarios offriront des perspectives divergentes pour la nation. Dans l'hypothèse la plus probable, le pays finirait par se stabiliser sous la direction de Traoré. Si la résistance populaire continue de croître, et si les forces loyalistes parviennent à maintenir leur contrôle sur les principales régions du pays, le président pourra rétablir l'ordre. Dans ce cas, seul le Burkina Faso amorcerait un processus de reconstruction, soutenu par une légitimité renouvelée et une société civile unie derrière l'idée de souveraineté nationale. La situation économique, bien qu'endommagée, pourrait progressivement se stabiliser avec la reprise des échanges commerciaux et la mise en œuvre de réformes pour garantir l'indépendance économique. Dans une perspective plus favorable, le pays pourrait non seulement stabiliser la situation politique, mais aussi engager un processus de réconciliation nationale. Si les différentes factions, y compris celles qui ont soutenu le coup d'État, acceptent de participer à un dialogue inclusif, il pourrait y avoir une reconstruction des institutions démocratiques et une consolidation de l'état de droit. Ce scénario impliquerait un renouveau économique, avec des investissements étrangers se réorientant vers le Burkina Faso, encouragés par la stabilité retrouvée. Le pays pourrait devenir un modèle de transition pacifique dans la région du Sahel, avec des partenaires internationaux apportant une aide significative à sa reconstruction. Dans la perspective la plus sombre, le risque serait celui d'un conflit prolongé, avec des divisions internes croissantes et une instabilité durable. Si les conspirateurs parviennent à maintenir des poches de résistance et à obtenir un soutien extérieur supplémentaire, la guerre pourrait s'enliser. Le pays risquerait alors une fragmentation, avec certaines régions contrôlées par des forces rebelles et d'autres sous le contrôle des loyalistes. Cette situation entraînerait une crise humanitaire majeure, un effondrement de l'économie, et une augmentation des migrations internes et externes. Le Burkina Faso, au lieu de se reconstruire, pourrait se retrouver dans un cycle de violence et de désordre. Quel que soit le scénario, il est crucial que les décisions prises au cours des mois à venir soient guidées par une vision claire de l'avenir du pays. Le Burkina Faso doit éviter de se laisser entraîner dans un cycle sans fin de violences internes. La clé réside dans la capacité de la société civile, du gouvernement et des forces loyales à naviguer ensemble vers un avenir de paix et de prospérité. Mais la route sera semée d'embûches et seule une unité nationale solide pourra permettre au pays de sortir de cette crise. La situation au Burkina Faso n'est pas simplement une question de pouvoir entre un gouvernement et ses opposants. C'est une bataille pour l'âme même d'une nation, une question de dignité et de souveraineté face à des forces internes et externes qui cherchent à manipuler la volonté populaire.
En tant que citoyens du monde, nous sommes souvent spectateurs des événements géopolitiques, mais il est important de se rappeler que l'impact de ces événements résonne au-delà des frontières. Le destin du Burkina Faso, bien qu'il soit lié à son peuple, a aussi des implications plus larges. Ce qui se joue dans les rues de Ouagadougou et dans les villages du pays n'est pas seulement une lutte pour un gouvernement ou une politique spécifique. C'est une lutte pour la liberté, pour le droit de chaque nation à déterminer son avenir sans ingérence extérieure. Il est crucial de comprendre que les peuples du Sahel, et particulièrement le Burkina Faso, ne sont pas passifs dans les jeux géopolitiques qui se jouent. Au contraire, ils sont activement impliqués dans la redéfinition de leur propre histoire. Cette crise, bien qu'injuste et tragique, révèle un désir profond de justice, de vérité et de responsabilité. Les événements qui se déroulent aujourd'hui soulignent également une réalité importante. La résilience humaine peut surmonter des obstacles apparemment insurmontables. Le courage des citoyens burkinabés, qui se lèvent pour défendre leur dignité, nous rappelle à quel point l'action collective peut façonner l'avenir d'un pays. Il n'est pas trop tard pour soutenir des mouvements qui défendent la souveraineté et l'indépendance des nations. Le soutien ne se résume pas à des déclarations publiques, mais à un engagement à comprendre, à apprendre et à agir. Enfin, la situation au Burkina Faso demande des solutions audacieuses et réfléchies pour rétablir l'ordre et initier un processus de guérison nationale. Pour sortir de la crise actuelle et garantir une paix durable, une feuille de route en plusieurs étapes doit être mise en place, impliquant à la fois les forces loyalistes, la société civile et la communauté internationale. 3 actions immédiates se dégagent alors essentielles pour remettre le pays sur pied. Pour commencer, la première étape cruciale consiste à instaurer un cessez-le-feu immédiat, mettant un terme aux combats qui dévastent les villes et le pays. Un dialogue ouvert entre les factions opposées doit être organisé sous médiation neutre, permettant de désamorcer la violence tout en amorçant un processus de réconciliation. Ce cessez-le-feu n'est pas seulement une question de paix militaire, mais un premier pas vers la restauration de la confiance entre les différents groupes. Ensuite, le Burkina Faso a besoin d'un dialogue national inclusif réunissant toutes les parties prenantes, le gouvernement, l'opposition, les forces civiles et les acteurs internationaux. Ce dialogue doit se concentrer sur la reconstruction politique du pays, la mise en place de réformes démocratiques et la promotion de la justice sociale. Il est impératif que chaque voix, en particulier celle de la société civile, soit entendue et que des solutions concrètes soient proposées pour éviter une répétition de ce genre de crise. Enfin, la reconstruction du pays dépendra également de la rétablissement de l'état de droit. Du moins, des réformes doivent être entreprises pour renforcer la transparence, lutter contre la corruption et garantir que le pouvoir reste entre les mains du peuple. La gouvernance locale doit être reconfigurée pour répondre aux besoins de toutes les régions et assurer une représentation équitable dans les institutions publiques. Alors que le Burkina Faso traverse cette période tumultueuse, il est impératif de se rappeler que ce n'est pas seulement une lutte pour le pouvoir, mais pour la dignité d'une nation. Le courage et la détermination du peuple burkinabé, qui se bat pour sa souveraineté et son avenir, sont un témoignage de la force inébranlable de l'esprit humain face à l'adversité. Ce n'est pas une bataille que l'on mène pour une simple victoire militaire, mais pour une victoire de valeurs fondamentales: liberté, justice et unité. Le rôle des citoyens est plus crucial que jamais. En ce moment critique, leur solidarité est l'élément décisif qui pourrait changer le cours des événements. L'unité nationale devient une arme redoutable contre les forces qui cherchent à diviser. C'est dans ce cadre que se joue l'avenir du Burkina Faso, une nation fière qui, malgré les défis, continue de se tenir debout. À travers les épreuves, le peuple du Burkina Faso enseigne au monde une leçon fondamentale. Les nations ne sont pas construites par des dirigeants seuls, mais par l'unité de leur peuple, prêt à défendre sa liberté. Ce qui se passe au Burkina Faso aujourd'hui sera un modèle pour l'avenir de l'Afrique et du monde. À l'heure où le destin du Burkina Faso est en jeu, il est important que nous, en tant que communauté mondiale, ne restions pas passifs. Chaque voix, à chaque geste, chaque solidarité
compte dans ces moments critiques. Ce n'est pas seulement l'histoire d'une nation africaine, c'est l'histoire de l'humanité, de son engagement envers la liberté et la dignité des peuples. Le soutien que nous apportons, qu'il soit personnel, intellectuel ou même symbolique, peut jouer un rôle crucial dans le maintien de l'espoir et de la résistance contre les forces d'oppression. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à partager vos pensées et à engager des discussions autour de ce sujet. En tant que spectateurs, nous avons la capacité de créer un changement, même à distance. Souvenez-vous, chaque voix compte dans la lutte pour la justice et la souveraineté. Soutenez le Burkina Faso en restant informé, en partageant des informations fiables et en encourageant le dialogue. Ensemble, si nous pouvons faire une différence. Rejoignez ce mouvement pour la paix et la dignité. Le moment de l'action est maintenant.